Face à Face. Mais oui, vous êtes sur Sud Radio, nous sommes le mercredi 7 janvier 2027, il neige à foison sur le nord de la France et moi je reçois Rodolphe Carte pour parler d'un personnage, d'une grande personnalité française qui est Jean-Luc Mélenchon. Rodolphe Carte est l'auteur de Mélenchon, les bruits et la fureur, portrait d'un révolutionnaire. C'est un portrait à facettes, un très très beau document. Alors c'est le 4e ou 5e biographie que je lis sur Mélenchon. On n'en sort pas forcément rassuré, mais on est interpellé quand même par le personnage. Rodolphe Carte, vous êtes journaliste, vous êtes analyste. Bon, sur les réseaux sociaux, on vous épargne pas. Vous êtes marqué très à droite. Oui, voilà. j'assume totalement. Vous avez de mauvaises fréquentations, vous pensez mal. À un moment donné, j'ai même vu que vous étiez plus ou moins maurassien. Enfin, on a toutes. Et pourtant, il vous est arrivé d'écrire dans des médias et dans des revues où vous côtoyez Michel Onfray, par exemple. Front populaire, exactement. Donc voilà, donc on est bien dans une distribution caricaturale un petit peu des étiquettes politiques aujourd'hui. C'est le problème. Sur Sud Radio, nous recevons tout le monde, nous parlons avec tout le monde, et moi je me réjouis de vous recevoir. Et en plus, votre ouvrage est intrinsèquement vraiment intéressant. On commence par l'actualité. Il y a le Venezuela. Les États-Unis sont allés capturer, entre guillemets, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, on est prudent, sont allés se saisir de la personne du président du Venezuela, Nicolas Maduro. On sait qu'il y a des liens anciens entre Mélenchon, la France insoumise, le Venezuela de Chavez, qui était un symbole, j'allais dire la continuité du guévarisme, du castrisme par le Venezuela. Aujourd'hui, où en est-on? Ce sont des liens qui sont maintenus, ce sont des liens qui sont concrets, matériels, ou seulement idéologiques? Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà des liens, on pourrait dire, sentimentaux. Dans cette biographie, je reviens notamment sur sa naissance à Jean-Luc Mélenchon, qui est né à Tanger, donc, au Maroc, en 1951, et c'est un enfant de la décolonisation. Alors de la décolonisation du Maroc, mais par contre c'est quand même une indication, parce que déjà à l'époque, vous savez, la fameuse phrase de Péguy, tout est décidé avant qu'on ait 12 ans, ça marque une enfance quand même. Et à l'époque, Mélenchon se construit contre sa famille, qui est une famille d'Européens, donc au Maghreb et partisans de l'Algérie française. Et donc à Tanger, où il y a beaucoup d'hispanophones. Exactement, aussi, exactement. D'ailleurs, Mélenchon, je crois, est un patronyme d'origine. Il est d'origine à la fois italienne et espagnole. Donc, il n'a pas de sang français. Et il ne naît pas dans le territoire historique. Ça, c'est quelques indications aussi pour sa pensée. Alors, lui, il est vraiment créolisé, pour le coup. D'accord. Il laisse savoir la créolisation. Et d'ailleurs, quand il revient dans des... Réussi, créolisation aboutie, parce que c'est en plus quelqu'un de cultivé et profondément... Oui. Voilà. Et d'ailleurs, quand il revient sur ce passé, souvent, il va vous parler des odeurs de cette société multiculturelle pacifiée. Alors, c'est un peu une image idyllique, peut-être. On va y revenir, Exactement. Et donc, oui, ce tropisme sud-américain, il est vraiment ancien chez Jean-Luc Mélenchon. Quand il commence à s'investir au Parti Socialiste, on est dans les années 70, il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon va, s'enraciner en Essonne sous les ordres de Claude Guermont, qui est un ancien baron féodal PS, comme on en faisait avant dans ces époques. Et à l'époque, déjà, Jean-Luc Mélenchon noue des liens avec la diaspora chilienne, qui a dû partir justement du continent sud-américain. Et il faut aussi comprendre que, vous l'avez très bien dit, le mythe sud-américain, dans les années 60, 70, 80, c'est un des mythes mobilisateurs de la gauche. Il y a des figures comme Che Guevara, des figures comme Castro, qui, irriguent la pensée et de gauche. Debray, qui est allé se battre à leur côté, qui est allé les soutenir à Cuba. Donc c'est un lien historique entre la gauche et les intellectuels gauche français et l'expérience de Cuba, dont on sait les tenants et les aboutissants aujourd'hui. Et pour autant, il y a un lien plus concret qui se fait entre Chavez et Mélenchon. Ah oui, alors là, Chavez aussi, ça va vraiment être une figure qui va l'inspirer. Jean-Luc Mélenchon, à un certain moment, il va vraiment se focaliser sur l'Amérique latine, parce que pour lui, c'est le laboratoire des idées politiques des années à venir. Il dit, c'est là-bas que ça se passe. D'ailleurs, des théories qu'on retrouve dans sa pensée aujourd'hui, comme l'ère des peuples, l'ère du peuple, la révolution citoyenne, c'est vraiment des logiciels qu'il va prendre sur le continent sud-américain. Et il y a cette figure d'Hugo Chavez que vous avez mentionnée, qui va particulièrement, l'intéresser pour trois choses. Parce que Hugo Chavez, déjà, il s'oppose à une bourgeoisie comprador. Pour ceux qui n'ont pas toute la terminologie marxiste, la bourgeoisie comprador, c'est une bourgeoisie nationale vendue à des intérêts étrangers. Deuxième point, c'est la lutte contre l'anti-impérialisme américain. Donc là aussi, un mythe mobilisateur de la gauche. Et le troisième, on va dire que pour lui, le continent sud-américain, c'est vraiment l'élaboration des théories néolibérales qu'on va retrouver ensuite dans les années 90-2000 en Europe. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une base théorique de sa pensée. À vous entendre et à l'écouter, on se demande s'il ne rêve pas d'une France vénézualisée, c'est-à-dire que
est-ce qu'on pourrait faire cette expérience, qui est une expérience idéologique? Là, on va tout de suite venir à un des aspects essentiels de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, qui a été évoqué par tous ses biographes. Le rôle, le poids du trotskisme dans sa personnalité politique, dans son engagement, reste de tous les anciens trotskistes. On sait bien qu'on a eu beaucoup de responsables de la gauche qui l'ont été, Jospin, Cambadélis, et même au CNPF, Kessler. Lui, et c'est ce que disait Julien Drey, attention, l'ADN trotskiste reste profondément inscrit dans son être. Oui, et pas n'importe quel ADN. Le trotskiste le plus autoritaire... De l'OIC. Oui, exactement, donc de l'Organisation communiste internationale. C'est un lambertiste. C'est un lambertiste. Rappelez-nous en deux mots ce que sont les lambertistes par rapport aux pablistes. Le nom lambertiste vient de Lambert, qui était le surnom qu'avait pris Pierre Boussel, qui était vraiment le chef de l'Organisation communiste internationaliste. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi avec ces différents courants trotskistes, c'est que l'OCI, c'est vraiment le courant le plus autoritaire, avec une doctrine vraiment verticale, quasiment militaire. Et d'ailleurs, là, on voit des ponts directement avec la constitution de la France insoumise aujourd'hui. Un tout petit point d'histoire pour que nos auditeurs comprennent, parce que le trotskisme est un terme aujourd'hui très flou. Trotsky, c'est la 4e internationale. Voilà. Le PC, c'est la 3e internationale, 1920-1917. Trotsky est éliminé par Staline, évacué. Il crée la 4e internationale, cette révolution permanente, qui va donner des filiales, si je puis dire, en Europe occidentale, avec des tendances différentes. Il n'y a pas qu'un trotskisme. Oui, exactement. L'OCI en est une. L'autre famille trotskiste française, c'est quoi? C'est aussi Krivine-Laguillet, par exemple. Voilà, après on a eu la LCR, la Ligue communiste, vraiment d'autres courants. Et peut-être aussi rappeler qu'à l'époque, les trotskistes s'opposent aux staliniens. C'est les fameux Stal, ils le revendiquent, d'ailleurs, et ils en sont victimes. C'est la fameuse révolution, vous savez, en Hongrie, ensuite la révolution de velours. Ils s'opposent véritablement aux staliniens. Vont tuer dans l'histoire beaucoup, depuis la guerre d'Espagne, avec le POUM, vont tuer beaucoup de trotskistes. Et pour eux, c'est une nécessité d'éliminer les trotskistes. Exactement. D'ailleurs, Mélenchon dit, nous n'avons jamais, on nous fait passer pour des gens violents, nous n'avons jamais tué personne. Donc, le trotskisme aujourd'hui est enraciné. Il est, à travers la personne de Jean-Luc Mélenchon, il est donc présent dans le débat politique français, ce trotskisme. Oui, et d'ailleurs, il y a un fameux mot qu'on accole souvent au mouvement trotskiste, c'est l'entrisme. C'est le fait de faire de l'entrisme dans d'autres partis politiques en sous-marin. C'est vrai qu'à l'époque, on a toute une flopée de personnalités politiques que vous avez mentionnées. On pense à Cambadélis, à Jospin, son frère aussi, ne pas oublier. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on rentre dans un mouvement trotskiste, on s'en prend un surnom. Et le surnom de Jean-Luc Mélenchon est Santerre. Santerre. Comme si on était en clandestinité. Exactement. Comme un réseau de résistance. Et Santerre, c'est le chef de la garde nationale qui a amené Louis XVI sur l'échafaud. Donc là, vous voyez aussi vraiment, comment dire, la symbolique est forte. Dans quel bain culturel, révolutionnaire. On sait l'appétence aussi de Jean-Luc Mélenchon pour une figure comme Robespierre, mais aussi avec Louis XI. C'est là où vous voyez la duplicité du personnage, ou en tout cas sa profondeur historique. Mais oui, c'est vraiment, comment dire, un bain idéologique dans lequel il va baigner. Et à l'époque, les trotskistes, quand on parle justement d'entrisme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va tout avoir aussi une partie de ces trotskistes qui vont infiltrer aussi d'autres partis politiques. Parce qu'on fait du renseignement. Alors, d'autres partis politiques, souvent à gauche, on ne les voit pas non plus basculer. Non. Mais par contre, ils font du renseignement. Aussi, ils vont créer au moment opportun des scissions au sein d'un parti pour pourquoi pas partir avec une partie de la base. Donc il y a vraiment cette logique qu'on voit. Et d'ailleurs, je fais une toute petite incise, mais quand on a mentionné récemment dans l'actualité Danielle Obono. Danielle Obono est aussi une figure qui vient d'un certain trotskisme. Alors elle, c'est le socialisme par en bas. Pour faire un petit corollaire, le socialisme par en bas, c'était un mouvement qui était apparenté à un mouvement trotskiste, cette fois anglais, qui avait théorisé le lien entre la gauche et l'islamisme. Déjà à l'époque, vous voyez, on voit une certaine convergence. Vous utilisez des termes qui peuvent évoquer quelquefois la maçonnerie. C'est un système de réseau. On revient juste un instant sur le Venezuela. Les liens sont idéologiques, affectifs, matériels éventuellement. Il y a une dépendance. On a toujours vu que Mélenchon refusait de condamner le régime vénézuélien, même quand on pouvait signaler des atteintes aux droits de l'homme. Il reste très ferme sur cette position. Mais bien sûr. Là aussi, quelque chose à comprendre. À chaque fois que Jean-Luc Mélenchon est attaqué sur une position, il adopte, je dirais, la défense de rupture. La défense de rupture, pour nos auditeurs, c'était une théorie qui avait été pas mal théorisée par Jacques Vergès, un grand avocat. Oui. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, mais lors de la dernière commission de Jean-Luc Mélenchon, où ça a été un déballage, on lui a donné son premier meeting de 2027, en fait. C'était quasiment ça. Jean-Luc Mélenchon est arrivé, ça devait être le jugé. Or, la défense de rupture fait que, en fait,
celui qui est jugé va juger ses juges, va prendre à partie l'ensemble du public, l'ensemble de son auditoire. C'est une défense de rupture totale et vraiment intéressante parce que on fait le procès de la société. Et d'ailleurs, pendant cette commission, Jean-Luc Mélenchon a fait le procès de l'obscurantisme catholique pendant les guerres de religion, etc., etc. Et d'ailleurs, peut-être que ça vous a pas échappé, lui-même s'est présenté un peu comme un certain Henri IV qui va réconcilier la nation autour de son projet, qui est le projet républicain qu'on connaît bien, de Nouvelle-France, etc. Donc c'était intéressant de voir vraiment cette défense stratégique qu'il a adoptée. Et d'ailleurs c'était intéressant parce que j'avais été invité sur un plateau de télé pour discuter de cette commission, avant qu'elle commence. Je prends à partie mes collaborateurs auto, je leur dis, vous verrez, Jean-Luc Mélenchon, ça va être son premier meeting et il va retourner la défense. Et aujourd'hui, on l'a vu, il a fait vraiment un meeting exceptionnel. Et d'ailleurs, il s'était présenté à cette commission en disant qu'il était le vice-président de l'Institut de la Boétie, qui est le centre de formation intellectuelle de la France Insoumise. Comme tous les grands tribuns, c'est un véritable dialecticien. Et oui. Il a de la culture, il a de l'intelligence. C'est une bête politique. Et comme vous l'avez évoqué, d'autres l'ont dit, peut-être le dernier de cette génération après la mort de Jean-Marie Le Pen, le dernier des grands tribuns politiques. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je suis avec Rodolphe Carte qui nous présente une passionnante biographie de Mélenchon, Le bruit et la fureur, et on se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat. On verra Mélenchon là aujourd'hui dans la dialectique de la politique française. La France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Rodolphe Carte, journaliste, essayiste, observateur de la vie politique française, qui a fait une pertinente biographie de Jean-Luc Mélenchon, Le bruit et la fureur, portrait d'un révolutionnaire. On parlait avec vous, Rodolphe Carte, jusqu'à maintenant du rôle, du lien entre le Venezuela, Chavez, Mélenchon, aujourd'hui la situation. On finit juste là-dessus. La France insoumise va soutenir le régime de Maduro jusqu'au bout, ou pour eux c'est une page qui se tourne et qui peut les inquiéter ou qui peut les contrarier? Oui, comme d'habitude, ils veulent incarner la gauche de rupture. Il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'être le centre de gravité de la gauche. Là aussi, voir le long cheminement de Jean-Luc Mélenchon pour incarner cette gauche de rupture. C'est un homme qui quitte le Parti Socialiste en 2008, qui va constituer son parti, le parti de gauche au départ, ensuite la France Insoumise en 2016. Et sa volonté, c'est de recomposer la gauche autour de lui. Parce qu'il est toujours dans cette mythologie d'union de la gauche, notamment avec son vieux maître François Mitterrand. Mais par contre, il veut aujourd'hui incarner ce pôle. Et pour lui, à chaque fois, si vous voulez, qu'il y a un sujet comme ça, où il y a, une divergence, notamment avec la social-démocratie, ou en tout cas avec tous les candidats social-démocrates qu'on a en tête, Marine Tondelier, Olivier Faure, Ruffin, jusqu'à Glucksmann, et ben lui, justement, il doit incarner ce pôle de rupture, ce pôle radical, parce que ça crée des divergences, et il attire vers lui toute une partie de la radicalité. Il a besoin de cette radicalité, justement, pour toujours être en opposition avec cette social-démocratie, qui, pour lui, a trahi depuis les années 90-2000, c'est la fameuse troisième voie de Tony Blair, si vous voulez. L'histoire électorale de la France a prouvé que le Parti communiste a très longtemps, avec ses 25%, focalisé le vote des malheureux, des mécontents et des protestataires, avec un PS qui lui a pris un petit peu la suite, mais Mitterrand a réintroduit la social-démocratie, j'allais dire dans le camp du libéralisme, financier. Du coup, la colère populaire s'est tournée vers plutôt le Front National, le Rassemblement National. On sent bien que Jean-Luc Mélenchon, là, essaie de récupérer vers lui les forces du mécontentement, les forces de la détresse, les forces de la colère. Il a raté le tournant des Gilets jaunes, il s'en est rendu compte trop tard. Vous découpez le personnage avec des facettes. Je vais donner le nom, ce que je fais jamais, le nom de vos chapitres. Mélenchon le rouge, le stratège, le révolutionnaire, l'écolo urbain, le remplaciste, le décolonial, l'européiste, le tiers-mondiste, le républicain, le populiste gauchiste. Il est vraiment tout ça à la fois ou non? Tout ça à la fois, mais par contre, je dirais qu'il y a quand même un portrait qui va prévaloir sur les autres, c'est le stratège. Alors voilà, on y vient. Ouais, vraiment. Parce que le but, c'est 2027. Exactement. Est-ce qu'il y croit? Ah oui, moi j'en suis totalement persuadé. Petit rappel historique, première élection, il fait quand même 11%. Quand même pas mal, hein, pour une première, c'est pas rien. Ensuite, 2017, il échoue à l'accession au second tour à 600 000 voix. Je vous raconte une anecdote. Je le croise, puisque nous avons pas loin l'un de l'autre boulevard Magenta, et je lui dis, c'était en 2017, et je dis, je pense que vous avez toutes vos chances. Il me dit quoi, toutes mes chances? Mais j'ai pas toutes mes chances. Je vais gagner. Mais bien sûr, mais il y avait Alexis Corbière et Garrido qui étaient à côté de lui, qui disaient, mais pourquoi? On n'a pas l'ombre d'un doute. Ils étaient dans la certitude. Hein. Ah, mais on peut retrouver un documentaire où on voit vraiment l'effondrement de Jean-Luc Mélenchon. Il était persuadé d'accéder au second tour. Il en fait une déprime d'ailleurs. Il y a un moment de traversée du désert, là, quelques mois. Et en 2022, il a 400 000 voix près. Oui. C'est à la fois beaucoup, mais très très peu aussi.
Et donc, aujourd'hui, il est en avance par rapport aux autres élections, aussi mentionné peut-être l'élection des européennes. Là où il a fait un meilleur score que les fois précédentes, alors que normalement c'est pas une élection dans laquelle il brille. Mais... Alors la stratégie, je me souviens dans le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron en 2022, elle dit je vais interdire le voile. Et les observateurs disent, elle vient de faire un cadeau à Mélenchon gigantesque, il va pouvoir récupérer le vote des musulmans français qui n'ont pas forcément envie de voter, mais qui là vont peut-être aller aux urnes. La tactique a marché, il a récupéré ce vote. Oui, et d'ailleurs, au moment du conflit israélo-palestinien, la tenue de bout en bout de cette ligne, justement, plutôt pro-Palestine, on va dire, ça lui a permis d'avoir aujourd'hui... Alors le mot est un peu moche, mais un butin de guerre électorale. Et aujourd'hui, c'est le seul, avec Marine Le Pen, ou en tout cas le Rassemblement National, à avoir un butin de guerre électorale qu'est les classes de la France périphérique, majoritairement blanches, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il a capitalisé sur cet électorat. On sait qu'il y a une partie des grandes métropoles aussi qui votent pour lui avec cette petite bourgeoisie prolétarisée. Souvent, c'est des petits emplois de la fonction publique ou alors des petits emplois, justement, en voie de prolétarisation. Et là, par contre, il y a une innovation, à mon avis... au moment des municipales, c'est que Jean-Luc Mélenchon s'est remis à parler à une certaine forme de néo-ruraux. Et là, à mon avis, où il y a un décalage aussi avec la droite, c'est qu'il ne parle pas à ces néo-ruraux en tant que chasseurs-agriculteurs. Je l'ai vu au salon du Made in France, oui, où est représenté ce qu'il est censé détester ou ce qu'il a condamné, c'est-à-dire le territoire, la tradition, le savoir-faire, l'artisanat. Il est allé leur faire une déclaration d'amour. Mais contrairement à ce que vous pensez, je vous aime, je respecte, vous êtes des petits artisans, vous êtes victimes du capitalisme, vous êtes victimes de la mondialisation, vous défendez les vraies valeurs du travail de la France. Il y avait une reconsidération. Pour autant, le vote immigrés, le vote de ces Français d'autres confessions et de ceux qui se sentent rejetés, donc ceux qui se sentent racisés, ce vote-là lui est acquis de façon définitive ou non? En tout cas, il a quand même une certaine mainmise dessus, mais c'est quand même aussi intelligent de sa part. C'est là où j'ai vraiment voulu intituler ce chapitre le stratège, parce qu'il a vraiment fait sienne une maxime militaire, c'est-à-dire de ne jamais faire prévaloir la tactique sur la stratégie. Sa stratégie, son but, c'est la prise du pouvoir. Ensuite, on peut moduler certaines déclarations, voir certaines choses qui évoluent, se mettre dessus. Et là-dessus, il est très bon parce qu'il adapte en permanence son discours, mais par contre toujours avec ce même et unique but, la prise du pouvoir. Rodolphe Carte, il n'a pas toujours été sur cette tendance. Il a eu autour de lui à un certain moment des gens qui étaient des républicains, des patriotes, des laïcistes, même des souverainistes. Bon, et on a cru à un moment donné qu'il allait devenir ce grand leader de la gauche socialiste, patriotique, républicaine. Il l'est, il s'en sert. Il progresse et tout d'un coup, revirement. Alors est-ce que c'est l'influence de Clémentine Autain ou des gens qu'il va rencontrer? Il rompt avec cette vision de la France républicaine patriotique, j'allais dire robespierriste quelque part, et va vers cette créolisation. Pour autant, il faut 51 pour gagner. Vous dites qu'il est dans la stratégie. Il a franchi cette première étape d'avoir avec lui le vote, j'allais dire, des Français musulmans ou des Français qui se sentiraient rejetés par le système qu'il est. Comment il fait pour conquérir les 22, 23, 25% restants? Là-dessus, c'est une analyse de Frédéric Lordon, qui est un économiste plutôt qu'on pourrait classer à l'extrême gauche, qui est maintenant un peu plus philosophe, qui expliquait justement que cette normalisation du Rassemblement national qu'on est en train de connaître, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est du pain béni. Pourquoi ça? Parce que ça devient automatiquement, de facto, la figure, ou en tout cas la seule figure anti-système. Et d'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui qu'une partie de l'électorat abstentionniste, si vous voulez, peut basculer d'un côté comme de l'autre, au vote France Insoumise comme au vote Rassemblement National. Il y a de la réserve, vous pensez qu'il y a de la réserve encore? Ouais, moi je pense, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit dans chaque enquête sur la détestation des Français pour la classe politique. Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'il devienne un petit peu le petit canard noir justement de cette classe politique, lui, s'en réjouit. Mais là, à mon avis, où il est assez intéressant, ou en tout cas plus performant que les autres, c'est que cette lente évolution que vous avez mentionnée, en fait, elle date pas de 2017. 2017, elle est intéressante parce que c'est le moment populiste. C'est vraiment le moment populiste où on voit qu'un peu partout dans le monde occidental, on a des populismes qui vont émerger. Mais le populisme de Jean-Luc Mélenchon, pour revenir avec notre premier sujet, il est teinté de cette inclinaison sud-américaine. Parce qu'on voit la dimension... Populiste au sens positif du terme, hein. On est bien d'accord, populiste, populaire. Bon, c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. Pour lui, c'est une qualité. Moi qui suis un populiste plutôt de droite, pour moi, c'est absolument pas péjoratif. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une logique intéressante. Et d'ailleurs, je pense aussi, mais ça c'est mon avis personnel, qu'on revient
revient dans une dimension populiste dans les années à venir et notamment pour 2027. Vous reviendrez en parler, parce que le débat est encore avec plaisir. Ouvert. Mais par contre, cette lente évolution, en 2017, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est que Coquerel va lui souffler à l'oreille que ces voix manquantes, elles sont dans les banlieues. Et là, il y a vraiment une rupture, et on le voit en interne d'ailleurs à la France Insoumise. On va avoir une purge de tous les souverainistes. Je pense à François Coq, Charlotte Girard, et aussi des personnalités comme Georgi Kuzmanovic. Et on voit aussi la montée des indigénistes dans le parti. Vous vous souvenez peut-être de Taha Bouaf, qui est une figure aujourd'hui dont on en a un peu moins parlé. C'est vraiment à cette période que vont monter des personnalités de cet ordre. Et on voit que les souverainistes vont petit à petit être évincés. Et je dirais même, pour faire un dernier retour historique, en réalité, cette inclinaison, elle venait déjà dès 2012. 2012, on a donc cette élection présidentielle. Et à l'époque, vous en souvenez, on a les attentats de Mohamed Merah en mars. Oui. Un mois plus tard, en avril, Jean-Luc Mélenchon a un meeting au Prado, sur le Prado, à Marseille, exactement, un mois plus tard. Et là, quand on connaît, on va dire, la tradition politique d'où vient Jean-Luc Mélenchon, on se dirait, bon, il va faire un discours sur l'obscurantisme religieux. Peut-être qu'il va pas mentionner directement l'islam, mais en tout cas, il va critiquer l'obscurantisme religieux, lui, dans la religion du progrès, les Lumières, etc. Or, pas du tout. Il fait un éloge de la ville multiculturelle qu'est justement Marseille. Un début d'évolution. On continue à discuter avec vous, Rodolphe Carte. Appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel et Rodolphe Carte se fera une joie de répondre à vos pertinentes questions. On se retrouve dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Rodolphe Carte pour Mélenchon, le bruit et la fureur. Un échange passionnant parce que le personnage est passionnant, je le dis avec beaucoup de respect pour cette personnalité politique, même si on peut ne pas toujours ou même rarement partager ses opinions, ça reste une bête d'une dimension unique. C'est vrai que vu le niveau du personnel politique actuel, et tous les experts sont d'accord pour convenir qu'il y a un effondrement culturel à tous les points de vue de connaissances économiques, historiques, sociales, politiques, il reste, vous disiez, après la mort de Jean-Marie Le Pen, qui était lui aussi un tribun, déjà l'usage de la langue. On voit que Jean-Luc Mélenchon, quand il parle, quand il était député, qui s'exprimait à la tribune, mais quand il fait un meeting, c'est un cours de français exemplaire, et on sent que la pensée est structurée par la richesse de la langue. On était en train de parler de la stratégie de la conquête du pouvoir, l'écolo urbain, donc vous nous dites bien, et on va revenir sur le fait qu'il a une grande méfiance, un peu comme les bolcheviks sur vous savez, les socialistes révolutionnaires. En 17 à Moscou, c'était le représentant du parti paysan, on les a canonnés, parce qu'un paysan est censé toujours être réactionnaire. Je vous raconterai une anecdote que j'ai eue avec Jean-Luc Mélenchon. On parle de l'écolo-urbanisme, peut-être une des tactiques de conquête du pouvoir. C'est quoi l'écolo-urbain chez Mélenchon? Oui, alors pour moi, la pensée mélenchoniste, on peut vraiment la faire, poser sur 4 piliers centraux. Il y a le pilier démographique, Nouvelle-France, sur lequel on pourra peut-être revenir plus tard. Oui. Il y a le pilier économique, donc les changements de la mondialisation dans les années 90-2000, où toute une partie de l'ancien personnel Parti Socialiste va se recycler dans les institutions européennes. On pourrait mentionner les travaux d'Aquilino Morel, qui est vraiment un homme de l'ombre et qui connaît tout à fait, l'ancien conseiller de François Hollande, qui a été viré parce qu'il se faisait cirer les pompes et il ouvrait les grandes bouteilles de Bordeaux à l'Élysée. Voilà. C'est exactement ça. Et ensuite, on a 2 autres piliers qui se mélangent un petit peu, c'est le pilier écologique et le pilier anthropologique. Alors, Pascal Lamy Moscovici, c'est ça. Tout à fait ça. C'est le PS qui a viré à l'européisme néolibéral. Exactement. Bon. Et donc on a. Donc il se nourrit de ça. Ils ont trahi. C'est des sociotraîtres après tout. Des sociotraîtres. On est dans la vieille théorie. Venez chez moi. C'est ce que leur dit Mélenchon. Voilà. Et donc cette dimension écolo-urbaine chez Mélenchon, pourquoi elle est importante? Parce que la ville, pour lui, c'est vraiment, le devenir de la civilisation. Il revient sur, la construction de notre longue civilisation, parce que comme vous l'avez dit, quelqu'un qui connaît très bien l'histoire, j'ai envie de dire mondiale. C'est un érudit. Voilà. Et donc pour lui, depuis des siècles, les sociétés, notamment européennes, se sont construites ou élaborées autour de la petite propriété familiale, agricole, avec une transmission patriarcale. Et pour lui, le mode de vie de l'avenir, c'est la ville. Donc là, c'est le déracinement. C'est le fait qu'on s'autodétermine, on choisit son genre, son sexe, etc. Donc là, on retrouve toute la pensée déconstruction, de la déconstruction, un petit peu du wokisme. Et pour lui, le modèle de la ville, aussi, pourquoi il est intéressant du point de vue de la révolution
révolution socialiste, parce qu'on devient tous interindépendants par les réseaux, c'est-à-dire par le réseau de l'eau. Surtout aujourd'hui. Surtout plus que jamais aujourd'hui. Oui, de l'électricité, du gaz. Et là, on revient sur une dimension d'analyse et d'une grille d'analyse matérialiste, qui est une grille d'analyse historique pour les marxistes. Donc vous voyez, il a encore une fois de plus adapté le logiciel marxiste avec les enjeux actuels. Sa dialectique marxiste et quatrième internationale aussi, hein, aversion trotskiste. Sa dialectique, il se la crée tout seul. Il a un staff, il a une machine autour de lui. On sent qu'il est surtout, c'est lui le noyau central de la production intellectuelle de la France insoumise. C'est quand même lui qui la détient en personne. Ah bah, pourquoi c'est un bon stratège, Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il sait bien s'entourer. Il s'est aussi épuré. Hein. On voit bien qu'il n'y a pas de grand génie autour de lui. S'il y en a eu... je sais pas. Si je vous pose la question. Oui, justement. Parce que quand on les voit à la télé, on se dit, bon, d'accord, ils savent parler, ils savent s'exprimer. On n'a pas de grands intellectuels ou on n'a pas de fins stratèges. Il y a un sociologue de gauche qui a fait un travail sur la France insoumise il y a quelques années, en montrant que c'était un parti-mouvement. Pourquoi c'est une notion assez pertinente, le parti-mouvement? Parce qu'on a le parti, la France insoumise, autoritaire, aucune ligne divergente de celle du patron. Centralisme démocratique, centralisme démocratique, marxiste. À la trotskiste aussi, justement. Donc pas d'élection, on est désigné au doigt. Il y a une seule ligne et on la suit derrière. Et un chef qui décide. Voilà. Mais par contre, c'est un parti-mouvement parce que tout autour, vous avez toute une flopée de satellites qui travaillent avec des liens plus ou moins tendus. Et vous avez notamment l'Institut de la Boétie, qui est un centre de formation. Et là, il faut le dire, parce que moi, c'est pas mon école en plus, assez exceptionnel. Vous avez des universitaires, vous avez vraiment des personnalités du monde intellectuel qui travaillent. Je pense par exemple à Johan Chapoutot. Johan Chapoutot, qui est un des pontes de la pensée et de l'analyse historique du Troisième Reich, et qui est justement sa coquine et qui participe aux travaux de la France insoumise. Donc vous avez vraiment derrière Mélenchon, avec l'Institut de la Boétie, une flopée ou une armada vraiment d'universitaires, de personnes hautement qualifiées qui travaillent pour Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez, son programme... ça fait des années qu'il travaille sur un programme. Vous avez vraiment à chaque fois des spécialistes qui interviennent. Moi, c'est pas si vous voulez, ma pensée politique. Mon cœur ne chavire pas vers ces idées, mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a un vrai travail. Et là, on revient sur l'ancienne tradition marxiste d'avoir vraiment des gens pour travailler sur ces sujets. L'Institut La Boétie, beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui ce qui manque cruellement à la classe politique française, c'était l'école des cadres. Et oui. Et le PC avait une école des cadres qui était justement le socle du parti. Et là, cet Institut La Boétie, ça serait un peu l'école des cadres de la France insoumise. Et l'autre seul parti qui a essayé de faire un peu la même chose, c'est le Rassemblement National avec le Campus Omera, avec notamment Jérôme Sainte-Marie, qui avait vraiment essayé d'avoir cette production intellectuelle, parce que c'est important. Mais la dialectique est pas la même. Alors que là, il y a un centralisme autour de la personne. Alors Marine Le Pen est une personnalité très forte, mais elle n'a pas le bagage intellectuel et culturel, et j'allais dire, et même politique, de Jean-Luc Mélenchon. Mais par contre, elle compense peut-être avec un lien plus fort directement avec le peuple. C'est le fameux marinisme municipal. C'est toute sa force. C'est ce qui fait qu'elle peut peut-être, elle ou son parti, c'est un autre populisme, l'emporter. Rodolphe Carte, quand on voit le staff autour de Jean-Luc Mélenchon, on les connaît. Bon, le député Coquerel, président de la Commission des Finances, semble se distinguer un peu par la pertinence de son propos. Mais quand on voit des Mathilde Panot, Bompard, on se dit que ils jouent à quoi? Ils sont des lieutenants aux ordres, ils sont l'avenir du parti, ils représentent une tendance, ils ont une analyse personnelle. Ah bah là, par exemple, dans la période des municipales, on va dire que c'est quand même assez troublant de les voir agir. On a vraiment des généraux, vent debout, on a toutes les déclarations que vous avez dû commenter, je pense, sur ces ondes de ces dernières semaines. Bien sûr. Et on a des personnalités... forte en couleur, haute en couleur de l'OGU, et on voit que c'est eux aujourd'hui qui prennent un peu le crachoir pour justement avancer, être le personnel. C'est des caricatures quelquefois. Il y a certaines saillies qui viennent sortir qui sont quand même pas oui, parce que là aussi il y a une perte de culture par rapport aux anciens. Mais il accepte ça le sert, ça fait partie de sa stratégie. Oui, parce que là Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un adepte de la promotion Lénine. Qu'est-ce que la promotion Lénine? Vous savez, lors de la mort de Lénine au sein du Parti communiste russe, Staline va faire monter toute une flopée de jeunes justement pour, asseoir sa position et pour lutter contre les autres voix divergentes. Et Jean-Luc Mélenchon, si vous regardez sa carrière politique, à chaque fois qu'il y a eu des lignes qui s'opposaient à lui dans son parti, il a fait monter toute une flopée de jeunes qui sont souvent radicaux, beaucoup plus violents, et qui vont évincer l'ancienne, ou en tout cas la ligne adverse au parti. Donc c'est vraiment une stratégie, une fois de plus, pensée. Et en plus, quand on fait monter des jeunes, quelque part, ils vous doivent tout. Parce que vous les avez, je dis pas sortis du ruisseau, mais par exemple, quand Delogu se fait remettre
à sa ceinture, non, comment ça s'appelle, son écharpe. Voilà, son écharpe, merci, de député, il fond en larmes. Parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui met. Et il le dit dans des entretiens. Moi, j'étais conducteur. C'est une consécration. Et oui. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui lui remet symboliquement. Et est-ce que là, c'est un des chapitres du livre. Est-ce que là, c'est la pratique. Est-ce que là, c'est le révolutionnaire. C'est là où il est révolutionnaire, ou c'est sur d'autres points qu'il était. En fait, quand ce sous-titre de révolutionnaire, d'aucuns m'ont un peu taquiné dessus en me disant, mais voyons, c'est un apparatchik. Ça a été le plus jeune. Ça n'empêche pas. Oui, ça n'empêche pas. Ça a été le plus jeune sénateur en 1986. Il a été ministre. Robespierre est un terrible apparatchik. Oui, c'est un homme qui a vécu de la politique toute sa vie. Je dis oui, vous avez raison. C'est pas un Che Guevara, c'est pas un Patrick Pierce. En revanche, c'est pas un idéaliste. Et oui, mais par contre, les révolutions qui transforment les sociétés en profondeur, est-ce que parfois c'est pas justement des révolutions sourdes qui se font en sous-marin, sous les sonars? À peu près dans tous les cas. Et dans tous les cas de l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, et Jean-Luc Mélenchon s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir un pouvoir immensément plus important en travaillant les sociétés en profondeur. Et comme je vous l'ai dit, par exemple sur la dimension démographique, Jean-Luc Mélenchon connaît aussi bien l'évolution démographique de la France et de l'Europe que Éric Zemmour. Et il connaît les territoires. À la différence de beaucoup de leaders comme Éric Zemmour, ou même à Laurent Wauquiez peut-être un petit peu plus, ou même à Raphaël Glucksmann, qui sont plus jeunes. Il y a chez Jean-Luc Mélenchon cette connaissance de la France réelle, des territoires. Il ne les aime pas forcément. Qu'avait Pompidou, qu'avait Mitterrand. En ça, il fait partie, et Giscard ou Chirac a fait partie de cette ancienne classe politique. Vous parlez de remplaciste, c'est à ça que vous faites allusion quand vous dites oui, le alors remplaciste. là, c'est la dimension démographique. Alors là aussi, premier étonnement, quand j'ai lu son dernier livre Faites mieux de 2023, je pensais pas que la dimension démographique avait une telle importance dans son discours. Pour lui, justement aussi, quand on atteint certains seuils, ça va augurer et enclencher directement des changements sociaux, etc., des changements de société. Vous voulez dire que le concept de grand remplacement que l'on fait dire à Renaud Camus, qui est l'objet d'une controverse aujourd'hui terrible, avec des invectives, j'allais dire violentes, sur le fait qu'il y ait ou pas grand remplacement, c'est juste une évolution démographique, lui... Quelque part, il la souhaite, il la pense, il l'attend. Oui. Et d'ailleurs, si on en revient à notre débat d'avant sur l'écologie, et aussi, il glose sur le fait que dans les années à venir, il y aura des réfugiés climatiques qui vont monter notamment vers le nord parce que les terres du sud seront inhabitables. Et donc, il faudra composer justement avec ces nouvelles populations. C'est une probabilité, on est d'accord. C'est une probabilité. Et sa créolisation, elle s'appuie justement sur ce concept-là. Oui, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire chez lui. Et quand il monte en Essonne, comme je vous l'ai dit juste avant, il se présente souvent comme un immigré de Franche-Comté. Et il dit, vous prenez une ville comme Paris, il y a des immigrés de Franche-Comté, il y a des immigrés corses, il y a des immigrés provençaux. Mais il y a aussi des immigrés maliens, marocains. Et là, on revient sur son logiciel universaliste républicain en disant que ce qui fonde la nation, c'est l'égalité de droit entre ces hommes qui viennent partout, mais qui font, on va dire, nation dans un but politique commun. Et donc là, on a aussi toutes ces attaques contre, j'ai envie de dire, la filiation, l'enracinement. Et ça, c'est peut-être son meilleur livre, il faut quand même l'avouer, le Hareng Bismarck en 2016, qui était un pamphlet anti-allemand. Parce que là, on peut lui reconnaître à Mélenchon quand même un certain courage. À l'époque, vous vous souvenez, toute la classe politique était le modèle allemand. Ah non, il a été très souvent le premier à mettre les pieds dans le plat, à dénoncer. Emmanuel Macron s'y est risqué de temps en temps pour faire marche arrière très vite après, que ce soit vis-à-vis de l'Allemagne ou vis-à-vis des États-Unis, et puis il est rentré dans le rang. Jean-Luc Mélenchon, là-dessus, n'a jamais transigé. Il y a un adversaire, il faut le désigner. Parce que par exemple, il désignait très bien aussi l'exploitation de tout, vous savez, l'arrière-pays allemand avec les pays qui sont vraiment producteurs, la Slovaquie, il connaît sa géographie, voilà, la Pologne. Et sa géopolitique. Et justement, encore une fois de plus, il prend le contre-pied de la classe politique générale pour vraiment incarner cette figure anti-système, parce que ce logiciel anti-système, il l'a beaucoup pris aussi du continent sud-américain et de Chavez, sauf que Chavez l'a coloré d'une chose en plus qu'on n'avait pas dans le monde occidental, c'est les divisions religieuses, c'est les divisions ethniques. Et ça aussi, il va le mettre dans son corpus, on va dire, politique à partir de ces années-là. Est-ce qu'il a un successeur aujourd'hui ? Est-ce que lui a désigné quelqu'un où il ne veut pas ? Et est-ce que imaginez que demain il lui arrive qu'il y ait une crise cardiaque ou un accident, est-ce que le remplacement, alors là c'est le petit remplacement qui est prévu, ou pour l'instant rien n'est planifié au sein de la France Insoumise ? Vous voyez que déjà on a certaines luttes, en tout cas au sein de la France Insoumise, notamment avec les origines qu'on est en train de voir émerger. Il y avait un meeting assez intéressant là-dessus, on voyait Rima Hassan qui disait justement maintenant ils vont devoir faire avec nous, avec à côté une Mathilde Panot un peu livide. Oui. Je crois qu'il comprenait justement que le grand remplacement
malheureusement, au sein aussi de la France Insoumise, est très en train de se passer quelque part. Peut-être une petite mention aussi sur cette succession. Ne pas oublier que le successeur de Jean-Luc Mélenchon, François Delapierre, est quelqu'un qui est mort prématurément. Oui. C'est quelqu'un qu'on connaît absolument pas. Il est considéré comme son fils spirituel. Oui. Et c'est un gros chagrin qu'il a eu, je crois. Hein. Ben, là-dessus, on peut renvoyer aussi nos auditeurs à une vidéo. On peut retrouver l'éloge funèbre qu'il donne à François Delapierre sur YouTube. Cancer du cerveau, je crois. Voilà. Et lié à la cigarette, je crois que c'est pour ça que Mélenchon était très 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 sérieux sur le fait attention, les maladies, la malbouffe, tout ça peut... Et là-dessus, moi, vous voyez, je suis objectif. Cet éloge funèbre est vraiment intéressant parce qu'il est très poignant, mais aussi nous dit une chose, c'est que le seul drapeau pour lequel Mélenchon n'a cessé de combattre, c'est le drapeau rouge. Il mentionne toujours le drapeau rouge. Certains ont dit que c'était une sorte de serment sur la montagne, l'homélie funèbre. Vous restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio, je reçois Rodolphe Carte, on parle de façon, j'allais dire, exaltante de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso recevra vos questions qu'on transmettra à Rodolphe Carte. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Rodolphe Carte qui a écrit Mélenchon, le bruit et la fureur, portrait au pluriel d'un révolutionnaire. Hein, je vous ai dit plusieurs facettes. Très beau décryptage de cette personnalité, très respectueuse. Oui. Et on voit que c'est quand même une bête. C'est une bête politique, peut-être une des dernières de la trempe de ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à aujourd'hui. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup bouleversé, Rodolphe Carte, parce que j'ai de l'estime pour Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai approché quelques fois. Je suis perturbé par son rejet. Je ne sais pas si on peut parler de détestation. On pourrait parler de la France profonde du pays réel. On rappelle qu'il était donc pied noir, Tanger. Il arrive en 62. Lui-même se dit d'origine maghrébine nord-africaine parce qu'il a cohabité avec ces gens-là. Et il considère qu'il est traité à son arrivée de façon absolument déplorable. Il va à Yvetot, en Normandie. Ouais. Il parle que cette espèce de ces gens incultes, racistes, qui l'ont mal reçu. Ah, des cutéreux. Mais bien sûr, je l'interpelle un jour. Je suis passionné de questions agricoles et je vous rappelle qu'il habite à côté de chez moi. Je le croise de temps en temps. Et je lui dis à l'époque, c'était une des premières crises agricoles il y a une dizaine d'années. Et je lui dis, il faut que vous preniez position. Les paysans sont vraiment en détresse. Et je me souviens qu'il me dit avec le cri du cœur qu'il crève. Et oui. Je dis pourquoi? Il me dit non, j'ai rien contre la classe paysanne, mais il y a beaucoup de paysans qui sont des gens qui défendent pas la France, qui défendent pas la paysannerie, qui sont des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont sur un système périmé. Et j'ai senti qu'il y avait peut-être de sa part une détestation de cette France des territoires, de cette France des traditions, de cette France des provinces. Alors on va dire que c'est la France maurassienne pour lui. Pourtant c'est une France qui demande qu'à vivre. Aujourd'hui on voit bien la crise agricole. Finkielkraut parle de la continuité de cette France-là, qui est celle que nous partageons, que nous aimons. Je ne sais pas quelle couleur politique elle a. On sent qu'il la déteste. C'est une constante chez lui, c'est vraiment quelque chose qui est enraciné en lui. Oui, c'est vraiment un traumatisme. Je ne vais pas mentionner ici les qualificatifs dont il a dit que les Normands l'avaient affublé, mais c'était des qualificatifs très durs. Voilà, c'est ça, Bico, mais Bougnoul, on peut retrouver d'ailleurs les émissions. À l'époque, il l'avait dit. Mais il a une colère, contre cette France-là. Pour lui, en tout cas, c'est un traumatisme. Et d'ailleurs, vous faites pas si bien dire sur cette, sur cette origine maghrébine, parce que ses vœux. Il a d'ailleurs dit qu'il était un maghrébin européen. Oui, le concept politique est très fort, maghrébin européen. Et pareil, je suis revenu dans... Il a le sens de la formule. Par contre, il a le sens de la formule, ça on peut pas lui enlever. Et je reviens aussi dans ce livre sur une petite affaire qui avait été aussi assez éloquente sur le sujet. C'était une personne prénommée Ahmed qui avait eu maille à partir avec des Corses. Et justement, Jean-Luc Mélenchon avait pris sa défense en disant « Tu sais, nous, Ahmed, nous les Maghrébins, ils ne nous accepteront jamais ». Donc c'est comme d'habitude, est-ce que c'est par stratégie politique ou alors est-ce que c'est par vrai sentiment? Il peut l'avoir ce sentiment, moi je lui dénie absolument pas. On sait à quel point ça a été un arrachement pour une partie justement de ces Européens, de ces Français d'être partis du Maghreb. Mais par contre oui, c'est quelque chose sur lequel il revient assez souvent. Pour lui c'est un traumatisme et on se souvient aussi d'une de ses déclarations sur une chaîne, c'était peut-être Radio Classique, où il avait dit « Moi je me sens quelque part pas bien quand je suis entouré que de petits garçons blonds aux yeux bleus ». Bon, alors c'est quand même assez fort. Est-ce qu'on peut
faut être président de la République française lorsqu'on est mu par de tels sentiments. On connaît la phrase historique du maréchal Pétain, qui est d'ailleurs celle d'Emmanuel Berle. La terre, elle ne ment pas. On a l'impression, en lisant, en écoutant Mélenchon, que le terroir ment. Parce que le terroir est réactionnaire et il est raciste. On a l'impression qu'il a cette lecture-là de cette réalité française. Oui, pareil, aux législatives de 2012, vous en souvenez peut-être, Jean-Luc Mélenchon était allé sur les terres de Marine Le Pen pour s'opposer directement à elle. Oui. Résultat des courses, parce que justement c'était un peu le révélateur, est-ce que ces clashs prolétarisés blanches ont basculé du côté de la droite, ou en tout cas du côté de la réaction. Et justement, il s'est pris une déculottée. Et à l'époque, pendant quelques années, il va prendre un slogan « fâché, pas facho », en disant que justement il y a une partie de cet électorat encore blanc auquel on peut parler. Mais par contre, en 2024, il a donné un entretien à La Repubblica, qui est un magazine italien. Il a dit, vous savez, à ces gens, on aura beau leur donner un SMIC à 2500 €, ils sont racistes. Donc là, c'était la rupture de bande définitive. Et pourtant, il y a eu des territoires, j'allais dire, dans la ruralité. Il y a eu des paysans de gauche, il y a eu des départements comme l'Allier, la Haute-Vienne, vous aviez des élus ruraux, des agriculteurs de gauche. Et la gauche reste encore, la Confédération paysanne, ça reste encore un syndicat qui est marqué à gauche. Donc là, on a une inquiétude sur le fait que la France est repensée par lui d'une façon qui ne correspond pas peut-être à ce que les Français ont envie. Aujourd'hui, les Français veulent préserver et transmettre. Cette grande rupture, c'est là où il est révolutionnaire finalement. Il entend cette révolution. Et d'ailleurs, si on revient sur la tradition, on va dire, historique du socialisme, il y a toujours eu une très forte critique justement sur les couches paysannes, en disant, comme vous l'aviez bien dit, que c'était des couches réactionnaires, conservatrices pour la petite propriété, donc petite bourgeoise. Donc ça date pas de Mélenchon, cette critique justement ou en tout cas du paysan, du côté de la gauche. Donc rien n'est joué, et vous estimez que tout est encore possible pour 2027 ? Moi c'est le postulat de départ de mon livre, c'est qu'il sera au second tour. D'ailleurs, par exemple, si vous prenez la disposition actuelle, on voit un bloc central complètement atomisé. On n'arrive pas à faire émerger justement une figure pour faire le contrepoids avec d'un côté la France Insoumise et de l'autre côté le Rassemblement National. Et puis ensuite, entre ce bloc central et Jean-Luc Mélenchon, vous voyez tout un lot de petits candidats. Roussel, Olivier Faure, Marine Tondelier, Ruffin, qui eux en appellent à l'union. Mais par contre, les deux bornes témoins de chaque côté, Jean-Luc Mélenchon et Glucksmann, ont dit qu'il n'y aura pas d'union. Donc voilà. En tout cas, lui, il est prêt. Alors, à propos de campagne et ruralité, nous apprenons qu'il n'y aura pas de bovins, il n'y aura pas de vaches au salon de l'agriculture de 2026. Je pense que c'est les syndicats qui ont décidé de protester de cette façon. Alors, le salon de l'agriculture sans vaches, on pourra pas prendre le taureau par les cornes. C'est une symbolique. De toute manière, le salon de l'agriculture, ça n'a jamais été le salon de l'agriculture. C'est le salon de l'industrie agroalimentaire, et ça ne sera que rétablir une vérité. Merci, Rodolphe Card, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Métavique, je serai amené à vous rappeler pour continuer à décrypter cette actualité et surtout, l'action de la France Insoumise en France qui va peser sur notre vie électorale. Merci, à bientôt et je vous dis à demain. Merci à vous.